Le psychologue qui était chargé de notre bien-être, a priori pendant le loft et avant le loft, moi je suis désolée, le moment le plus important où on avait besoin de lui, c'était l'après. Moi je ne l'ai jamais vu. Alors, Kenza, on vous voit beaucoup sur les plateaux de télévision puisque Oui. vous avez écrit ce livre « Un jour, j'ai quitté Bagdad ». Est-ce que c'était pour effacer aussi le loft, tourner définitivement la page ou pas? Non, ce n'était pas le but premier. C'est vrai que ça s'est fait naturellement, en tout cas. Ça a positionné en ce qui me concerne, une autre image. Je crois que ça a montré réellement qui j'étais et qui était Manal Brega, qui est donc mon vrai prénom et mon nom. Voilà, moi j'ai mis 8 mois pour l'écrire. Ça a été un vrai travail sur soi-même. C'est normal. Voilà, bien sûr. Alors Kenza, vous dites que la sortie du loft, ça a été une véritable horreur. Hein, ça a été très violent, d'une grande violence. Oui, je crois que ça a été violent pour tout le monde, mais je parle bien sûr pour moi. Moi, ça a été une sacrée violence, mais à tous les niveaux, physique, mental, psychologique. D'abord parce que quand on ne sait pas gérer une notoriété, c'est très difficile quand on arrive comme ça et qu'on vous balance, c'est vraiment le mot balancer, hein, on vous balance comme ça sous le feu des projecteurs et que quand vous ne connaissez pas le métier... Vous n'avez pas préparé à ça? Ah non, mais d'ailleurs tous les ex-lofters, en tout cas le revendiquent, on ne nous a jamais préparé à l'éventualité de devenir célèbre ou avoir une notoriété subie du jour au lendemain. Qu'est-ce qui se passe? Ce qui se passe, c'est qu'on est lâché dans la nature et on doit s'en sortir seul. Vous avez l'impression que le loft vous a quand même donné accès plus vite à ce métier que vous voulez faire? Oui, mais il faut que... Ou pas? Ou est-ce que ça a été au contraire un point négatif? Moi, je dirais que le loft nous a en tout cas ouvert des portes qu'on ne voulait pas et fermé les portes qu'on voulait. Alors par exemple? Voilà. Moi, par exemple, en radio, ça m'a fermé les portes. D'abord parce qu'à ma sortie du loft, j'étais considérée comme tous les ex-lofters comme un produit marketing. Nous n'étions pas des êtres humains. Il faut que les gens le sachent. On était des gens sur qui on gagnait de l'argent, des gens qu'on appelait en direct pour venir sur les plateaux télé parce que ça faisait de l'audience. C'est aujourd'hui qu'on est considérés comme des êtres humains, des artistes à part entière. Il y a 1 an et demi, on était des produits marketing. C'est comme ça. Enfin, maintenant, on n'est toujours pas, je ne veux pas être méchante là, non, mais vous n'êtes pas encore considérés comme des artistes à part entière. Mais bien sûr que non. Mais c'est pour ça que je vous dis que de l'artistique, ça se construit jour après jour. Je ne vous le dis pas méchamment, mais on en reparle dans 10 ans que ça sera important. Mais bien sûr que c'est sur la durée qu'on voit les choses, bien sûr. C'est là, vous êtes tous, enfin pour moi, vous êtes tous vraiment débutants. Justement, je voulais poser une question. Vous êtes arrivés comme ça, disons, par hasard. Mais est-ce que vous aviez travaillé avant? Est-ce que vous preniez des cours? Parce que je veux dire, c'est quand même un métier, que ce soit chanteur, que ce soit comédien, c'est quand même un métier. Et je trouve que maintenant, il y a une médiatisation qui fait que du moment qu'on parle et qu'on a une voix, on peut tout faire. Je suis désolée, non. Pourtant, c'est pas ça du tout. C'est vrai que beaucoup de gens ont pensé qu'un matin, on s'est réveillé dans le loft et on avait envie d'être ou présentateur télé, ou animateur, etc. C'est vrai que moi, je me suis pas réveillée un jour. J'ai fait 5 ans de radio à l'époque aussi, en tant que bénévole. J'ai envoyé aussi mes petites maquettes, comme tout le monde, pour pouvoir accéder au métier de l'animation. Et notre travail en tant que bénévole ou autre a été complètement... Oui, mais on n'en a pas beaucoup parlé. Parce que moi, la première, j'étais contre. C'est vrai. Je le dis sincèrement. On peut le dire aujourd'hui. Travaillé dans ce milieu. Pourquoi ça a été à ce point violent? Ça a été à votre égard en particulier ou envers tout le monde? Non, parce que d'abord ça a été violent dans la rue avec les gens, c'était très agressif, il y avait ce respect et cette distance que nous n'avions pas avec les gens. Les gens se sont tellement appropriés notre image, on ressemblait tellement au frère de celui qui n'en avait pas, à la sœur de celle qui n'en avait pas, à la petite amie de celui qui rêvait toujours d'avoir une petite amie comme vous. Et c'est vrai que quand vous avez des gens qui viennent vers vous et qui vous touchent, presque vous bavent dessus, oui, mais c'est vrai qu'aujourd'hui... Dans ce que j'ai lu dans votre livre, c'était plutôt les insultes et les... Oui, moi, en ce qui me concerne, bien sûr, il y avait beaucoup d'insultes, mais il y avait surtout une agressivité, il y avait un mélange d'agressivité, il y avait un mélange aussi de jalousie et de haine. J'avais le soir des gens qui me guettaient avec des lampes infrarouges. D'ailleurs, j'ai vécu pendant 1 an dans le noir. Alors c'est vrai que ça? C'est vraiment vrai? Je vous assure que c'est vrai. D'ailleurs, ma mère en témoignera tout à l'heure. Mais c'est vrai que j'ai vécu pendant 1 an avec les volets fermés. Il n'y a pas de lumière qui est rentrée chez moi pendant 1 an. En tombant dans la
dépression, vous aussi, ou pas? Oui, je suis tombée dans la Laurine. Bien sûr que je suis tombée dans la dépression. Je suis tombée dans la dépression parce que je n'avais pas le choix. Pour moi, je ne pouvais plus reconstruire un avenir professionnel normal dans mon métier d'avant. Je ne me voyais pas encore commerciale avec ma petite mallette. Est-ce que c'est le fait que vous soyez d'origine irakienne, algérienne? Vous pensez que ça a été aussi violent à votre égard? Ça a contribué, c'est vrai. D'abord parce que en rentrant dans le loft, je ne suis pas rentrée seule. Je suis rentrée avec aussi cette pression de toute une communauté maghrébine, et c'est vrai qu'à partir du moment où vous êtes un peu basanée, avec un peu les cheveux frisés, que vous vous appelez Kenza, vous êtes forcément la représentante d'une culture maghrébine qui n'est pas forcément votre culture. Moi, c'est vrai qu'on m'a souvent mis dans la case beurette caractérielle. D'abord, je suis pas beurette, je suis orientale, et c'est vrai que les gens font l'amalgame assez souvent. Donc on essaie de vous mettre dans des cases qui ne vous correspondent pas. Et c'est vrai que malheureusement, on m'a mis dans la case beurette. Ni frisé, ni. Mais si, je suis frisée pourtant. Frisé, enfin. Le plaisir d'avoir la glace à faire. Mais là, c'est offert. Alors, je voudrais demander justement à votre mère, Myriam, voilà, vous avez la gentillesse de nous rejoindre sur le plateau. Ça a été à ce point difficile pour elle. On verra aussi pour vous. Écoutez, je voudrais tout d'abord vous remercier d'avoir pensé aux mères, puisque nous avons vécu la même souffrance. Moi qui avais un commerce... Esthéticienne, hein? Oui, je suis esthéticienne. C'était affreux, ce que j'ai pu souffrir d'insultes, d'harcèlement par le téléphone. Je suis devenue riche, c'est pour ça que j'ai fermé. D'être traitée de la mère d'une pute. C'est quoi ce jeu-là? Se permettre même à me jeter des excréments devant le magasin, m'insultant, les coups de téléphone. C'est ce déchaînement qui a fait que vous avez fermé votre salon d'esthétique? Je n'en pouvais plus, où les clients ne venaient pas pour faire des soins, venaient à chaque fois. Alors, Kenza, qu'est-elle devenue? Alors, le loft. C'était devenu, dès qu'on me pose, je suis arrivée à un point où leur dire, écoutez, s'il vous plaît, soyez gentils, ne me parlez pas du loft. Ok, ma fille, elle a joué, elle a fait un jeu, ça n'a été qu'un jeu, c'est une fille comme tout le monde, mais on n'est pas star parce qu'on a joué un jeu, tout simplement. Mais ça a été, je vous dis, la souffrance, on la vit encore. Elle est continuelle. Elle continue encore à nous poursuivre, puisque moi, on me reconnaît dans les bus, on me reconnaît dans les métros. Je suis arrivée à un point, excusez-moi d'enchaîner les choses. Ben, je vous en prie. Je suis arrivée à un point où leur dire non, non, je ne suis pas la maman de Kenza. Ouais. Ah bon? Elle disait, oui, je ne suis pas la mère parce de que Kenza. vous avez honte d'elle. Mais pourquoi avoir honte d'elle? C'est ça le racisme. Alors, je vous donne un exemple. Ça a été terrible, terrible. Et ça, j'en avais gros sur la patate, j'ai envie de le dire aux parents. Si j'ai un conseil à donner aux parents, c'est de ne jamais, jamais rentrer dans ce jeu-là. Si c'était à refaire, je crois que je couperais même avec ma fille. À ce point? Ah oui, ah oui. Ah oui, terriblement. Je n'en veux pas. Oui. D'ailleurs, ce qui est terrible, elle comprenait tellement pas le métier dans lequel j'avais envie d'évoluer qu'elle m'a dit un jour, écoute Kenza, reprends une vie normale. Je lui ai dit, maman, tu peux pas comprendre, c'est pas possible. Et là, on voit bien la difficulté que vous avez les uns les autres, d'ailleurs, à séparer votre envie de faire un métier avec la notoriété du loft. Parce que les effets dont on parle, hein, de boomerang, de cette notoriété que vous avez du mal à supporter, et de cette agressivité, ce sont les effets du loft. Les gens ont eu l'impression qu'il leur appartenait. Il y a quelque chose de très important aussi, le psychologue qui était chargé de notre bien-être, a priori pendant le loft et avant le loft. Moi, je suis désolée, le moment le plus important où on avait besoin de lui, c'était l'après. Moi, je ne l'ai jamais vu. Je l'ai jamais eu au téléphone. Ma mère lui a laissé 3 messages sur son répondant en lui disant « Venez sauver ma fille parce qu'elle est en dépression, elle n'est pas bien. » C'était la dépression. Hein. Moi, je suis désolée, le psychologue, moi, je ne l'ai jamais vu alors que j'en avais besoin à ce moment-là. Ma fille était devenue étrangère à moi, et jusqu'à présent d'ailleurs. Ma fille, je ne peux plus suivre, c'est une autre personne. Oui, on devient marginal. Oui, mais là, vous l'avez retrouvée ou pas, Myriam? Pas toujours. Pas toujours, c'est très dur. J'en souffre. J'ai une douleur. Je vous dis franchement, c'est une douleur que j'ai. Ouais, c'est très douloureux. Je vous en prie. L'après-loft, non. Non, franchement. Mais c'est à ce... Ah oui, à ce point. Mais comment elle s'est transformée? Mais c'était devenu une bête traquée. Une bête traquée. Si c'était... Ce n'est pas votre enfant. Je crois que bien sûr, moi, je n'ai pas choisi. Je lui ai laissé la liberté de choisir. Pour vous, c'est trop cher payé? Ah oui, oui, oui. Ma vie privée, tout ce que j'avais construit en 13 ans, ça a été totalement... on ne me regardait pas en tant que mère, on me regardait en tant que là, excusez-moi, le mot pute.
Pute, pourquoi? Parce que c'est une maghrébine alors qu'elle n'est pas maghrébine. Je suis désolée, c'est pas une maghrébine, c'est une orientale. Mais quand bien même. Et quand bien même. On est comme tous les artistes, enfin en tout cas à l'époque on était payé comme tous les artistes qui viennent faire une prestation dans une discothèque. C'est-à-dire ? Tout simplement ça allait de 5 000 francs à ceux qui demandaient 30 000 sinon ils ne se déplacent pas. Voilà. C'est tout. Voilà. Ah bah, Voilà. vous voyez. Pour ne rien manquer sur ma chaîne Ina Mireille Dumas, abonnez-vous et activez la cloche.